Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, cher Thierry Baudet, Madame la Présidente d'Impact Tank, chère Agnès Audier, Monsieur le Président du groupe SOS, cher Jean-Marc Borrello, Monsieur le Ministre, cher Julien Denormandie, que j'ai un grand plaisir à retrouver aujourd'hui. Je suis très heureux et très impressionné de venir ici pour ce 3e sommet de la mesure d'impact parce que je vois que le public de bon matin est déjà extrêmement nombreux et j'ai compris qu'il y aurait tout au long de la journée plusieurs milliers de personnes qui participeraient aux tables rondes, assisteraient et contribueraient à cette ambition que vous portez pour la 3e année consécutive. Je vous félicite aussi parce que j'ai compris qu'au départ, les débats se tenaient à l'hôtel de l'Assay, à l'Assemblée nationale, que vous avez dû pousser les murs et être accueillis par le CESE aujourd'hui et arriver à avoir un trop-plein d'effectifs à l'Assemblée nationale, c'est assez rare de nos jours. Donc félicitations pour cette mobilisation. Alors, je suis très heureux, et ça a été parfaitement dit par Thierry Baudet et par Agnès Audier, qu'on puisse parler d'impact et de mesures d'impact, ce qui est aujourd'hui pour le moins un défi, presque une ambition un peu folle, d'arriver dans une société du fracas, du clash, du buzz et de l'accélération, se poser et revendiquer la mesure, le chiffrage, l'impact. Et finalement, derrière cette notion qui peut paraître complexe, technique, qui est à mon avis, comme l'a dit Thierry Baudet, un principe démocratique et une hygiène démocratique essentielle, il y a 2 convictions partagées que vous avez déjà parfaitement exprimées. D'abord, l'idée que dans nos actions, qu'on soit dans une association, dans un syndicat, dans une entreprise, dans un service public, il y a des choses qui sont plus grandes que ce que nous menons chacun isolément. Il y a des impacts, des externalités, il y a des objectifs qui dépassent ce que l'on vit au quotidien dans la structure où l'on travaille, où l'on agit. Il y a l'idée que quand on est dans une entreprise, l'impact social ou environnemental est important, que quand on s'occupe de l'urgence du quotidien, on se préoccupe aussi du temps long et des transformations dans la durée. Cette idée, elle mérite, vous l'avez dit, plus que jamais d'être rappelée dans ce moment où l'on cherche au contraire la vitesse et la polarisation. Et puis il y a une conception, une conviction encore plus difficile à revendiquer et à affirmer aujourd'hui, encore plus nécessaire à revendiquer et à affirmer aujourd'hui de ce fait. C'est l'idée qu'il faut, avant de se forger des opinions, et l'opinion c'est la démocratie, avoir ce socle commun, vous le disiez, sans comparaison politique aucune, d'opinion, de faits, de science, de progrès, qu'il y a cette nécessité d'avoir un cadre conceptuel partagé, que les chiffres, les comparaisons, les scénarios, les options ne sont pas le contraire de l'opinion et de la vie, mais au contraire sa condition fondamentale. Et c'est peut-être aujourd'hui le combat le plus difficile. Et nous pensions dans nos démocraties, en France en particulier, dans un esprit de science, de débat, de discussion, que cette idée était devenue toute simple, un peu triste, banale ou évidente. Elle est aujourd'hui un combat difficile et peut-être le plus important de tous. Je le dis évidemment dans ma nouvelle fonction de haut-commissaire au plan et de commissaire général de France Stratégie. Je vous rassure, ces casquettes qui sonnent un peu soviétiques vont être bientôt fusionnées pour que les titres soient plus simples. Mais je revendique l'idée, même un peu désuète, de commissariat, puisque c'est l'histoire de cette maison du plan depuis 1946, bientôt 80 ans. Cher Jean-Hervé, nous en discutions il y a encore quelques jours. Et je revendique l'idée de planification, d'aménagement, tous ces concepts qu'on avait un peu oubliés, mais qui sont éminemment cohérents avec ce qu'on appelle de manière plus moderne l'impact et la mesure de l'impact. Nous avons besoin de nous projeter ensemble. Et il y a derrière cela, vous le disiez, non seulement un principe démocratique, mais un combat politique au sens le plus large et le plus noble du terme. Je découvrais l'autre jour, en discutant avec quelques Américains qui constatent avec un peu d'effarement ce qui se passe aux États-Unis, que sur un sujet comme le climat, on sait la croisade qui est menée par la nouvelle administration de Donald Trump, plus dure encore que celle du premier mandat. Et ce qui est intéressant, et je ne le savais pas pour tout vous le dire, je le partage, c'est que dès 2016, dès le premier mandat de Donald Trump, l'une des 5 premières décisions qu'il a prises dans ces fameux executive orders signés avec ce sens du spectacle qu'on lui connaît, il y avait un acte qui revenait sur la mesure de la valeur de l'action pour le climat.
Vous savez, ces débats qu'on a en France à travers des commissions, que France Stratégie porte d'ailleurs avec Alain Quinet, pour essayer de mesurer dans chacune des décisions qu'on prend, cher Julien, en matière d'agriculture, en matière de transport, en matière de bâtiment, quand on a un projet à décider, une mesure d'action publique à prendre, quel est son impact sur le climat? Est-ce que ça va permettre d'éviter et combien des tonnes de CO2 émises, par exemple? Cette valeur de l'action pour le climat, qui paraît très technique et très évidemment très politique, nourrie scientifiquement, et la France le fait d'ailleurs mieux que personne depuis plus de 20 ans, eh bien aux États-Unis, d'un trait de plume, Donald Trump a décidé qu'elle n'existait plus. L'une des premières décisions que Joe Biden a reprises en arrivant à la Maison-Blanche 4 ans après, c'est de remettre, fondé sur un consensus et des travaux économiques, une valeur à l'action pour le climat, pas seulement d'affirmer un combat pour le climat, mais de le documenter scientifiquement. Et donc on voit bien à quel point cette mesure de l'impact, derrière des choses qui apparaissent comme techniques, certains diraient technocratiques, c'est au contraire un combat de société essentiel. Et Donald Trump, quand il est revenu, a de nouveau effacé complètement l'idée de cette valeur pour le climat. Et c'est cohérent avec ses attaques contre la recherche. Quand on voit que dans une grande démocratie proche de nous, toujours, les premières mesures qui sont prises sont d'attaquer la recherche, sont d'attaquer la science, sont d'attaquer l'université, sont de retirer des livres des bibliothèques, on voit bien à quel point la connaissance, la mesure, le chiffrage sont plus que jamais des exigences démocratiques essentielles. Et je ne vous surprendrai pas en insistant sur la dimension politiquement européenne de ce combat. C'est un combat de valeurs, c'est un combat où l'Europe a toute sa place parce que nous sommes le continent à la fois de l'ombre et des lumières, à la fois de la science et de la destruction de la science. Nous l'avons vécu malheureusement il n'y a pas si longtemps sur notre continent. Et là où on retire aujourd'hui des livres des bibliothèques, avant malheureusement en Europe, on les a brûlés en place publique. Et derrière tout cela, je crois que l'Europe a une responsabilité très importante. Nous sommes aujourd'hui le seul continent où plusieurs pays, dont la France, mesurent l'action pour le climat. Nous sommes aujourd'hui le seul continent où ces idées de responsabilité sociale et environnementale demeurent, s'enrichissent dans des normes. Et je le dis par parenthèse, on a raison de combattre la complexité normative européenne. On a raison de dire que parfois on se met des boulets aux pieds dans une compétition internationale de plus en plus rude. Mais on a tort de penser que la norme, le standard, la règle seraient uniquement des entraves. Elles sont des nécessités de l'action publique. Et je dirais même, elles sont un atout européen, à condition d'être bien calibrées, d'être bien pensées, d'être régulièrement ajustées. Nous sommes ce continent de la responsabilité sociale et environnementale, nous sommes ce continent du pacte vert, nous sommes ce continent de la science. Et tous ceux qui ont pensé avec un peu de fascination rapide, parfois il y a quelques semaines encore, au début du deuxième mandat de Donald Trump, que cette vitesse, parfois cette brutalité ou cette verticalité était un peu effrayante, mais finalement un peu fascinante aussi, et qu'il y avait un dynamisme que l'Europe avait perdu, je pense aujourd'hui réfléchissent à deux fois avant de célébrer cet activisme trumpien. Et se disent que finalement un cadre, une mesure, des normes, une forme de stabilité, de réflexion avant d'agir, sont peut-être non seulement notre ADN européen, une valeur démocratique, mais aussi même un principe d'efficacité économique. J'étais l'autre jour aux côtés d'un chef d'entreprise que j'admire beaucoup, Stéphane Boujna, qui a fait d'Euronext, la Bourse de Paris, un grand groupe européen, et je l'écoutais dire à juste titre, prenant l'acronyme anglais ESG, il faut qu'on complète ou qu'on remplace l'économique et le social par l'énergie, la sécurité, la géopolitique, dans nos mesures et dans nos réflexions. Il a raison. Mais n'oublions pas le social et l'environnemental. Enrichissons nos référentiels et nos normes plutôt que d'essayer d'écraser ce qu'on pense aujourd'hui comme des exigences excessives. Et à travers cette nécessité de la mesure, de la réflexion, du temps long, je crois que nous avons ce modèle démocratique et scientifique français et européen entre nos mains. Et les travaux que vous allez mener aujourd'hui sont à cet égard essentiels. On cite souvent, quand on s'intéresse à la planification, le plus grand des anciens, le fondateur choisi par le général de Gaulle du premier commissariat général au plan, Jean Monnet. Grand haut fonctionnaire français, grand planificateur et grand européen s'il en fut. Il fut pendant 6 ans commissaire au plan. Il y en a d'autres qu'on oublie un peu trop, et je voudrais en citer un, Pierre Massé, qui est l'un des inventeurs de la prospective en France.
et qui a travaillé avec cette maison, avec beaucoup d'organismes de recherche, et qui a dit, dans un moment où la planification devait un peu plus indicative, moins prescriptive, parce que la reconstruction avait commencé pour de bon, les 30 Glorieuses étaient avancées, eh bien nous allons illustrer l'avenir autant qu'on le peut par des scénarios et des mesures. Et il résume sa pensée et son action, de commissaire au plan et dans bien d'autres fonctions, en disant « Penser l'avenir est le premier temps de l'action ». Et je crois que penser l'avenir est en effet le premier temps de l'action. Ce n'est pas le contraire de l'action, de se poser, de mesurer et de réfléchir. Alors pour ces raisons, je suis très honoré que vous m'ayez proposé de venir ce matin, très heureux que ce 3e sommet et de longs travaux encore soient devant nous. Et je voulais vous remercier pour ces travaux parce que c'est un défi plus grand que jamais et c'est une nécessité politique plus importante que jamais. Merci beaucoup. Thank you.